Bienvenue sur Craft, la série de masterclass et de podcasts qui explore le monde du design et de la création avec des invités d'exception. Le design, de base, est censé être accessible. S'il y a une anse, en fait, c'est pour que tu puisses tenir ton mug d'une certaine manière. Est-ce que tu es plutôt graphisme mural ou print ? Mural. J'ai déboursé 8 000 € de ma poche. Si mes parents entendent ça, ils vont me... On est bien là entre trois fous comme ça, à discuter de notre folie. Je suis Ben Young avec Thomas Bonometti. Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que nous en avons pris à l'enregistrer. Bonne écoute. Hello et bienvenue sur cette nouvelle émission de Craft. Salut Salomé. Salut Salomé. On est super content de te recevoir aujourd'hui dans merci beaucoup. ce nouvel épisode. Alors, pour ceux qui te connaissent peut-être, tu es à la fois designer, tu as ton studio de design, tu as une émission qui s'appelle Heliocast sur Twitch. On va revenir sur tous ces éléments de ta carrière, mais c'est aussi de ta vie, en fait. Ouais. De manière plus large. Mais avant ça, et c'est un peu une coutume dans cette émission, ça commence à devenir un classique. Est-ce que tu peux te présenter sans parler de ton métier ? Oh, sans parler de mon métier. Je m'appelle Salomé. J'allais dire que je suis designer, mais voilà. Du coup, je m'appelle Salomé. C'est chaud parce que mon métier, c'est beaucoup de ce que je suis. J'ai un petit chat absolument trop mignon qui fait toute ma passion. Qu'est-ce que Tu vis à Lyon ? Ouais, je vis à Lyon depuis 2011. Je suis arrivée à Lyon en 2011. Et voilà. C'est terrible parce que je me rends compte que vraiment, à part mon métier, je ne sais pas me présenter. Le moment de la réalisation et tout. C'est pas grave parce qu'on a demandé à ChatGPT de répondre pour toi. Et non, en réalité, on a soumis ton nom à ChatGPT. Il nous a dit que tu t'appelles Salomé Millet. Ouais. Je le dis bien ? Ouais. Très bien. Tu es une directrice artistique lyonnaise, fondatrice du studio Helioscope. Tout à fait. Spécialisée en graphisme mural, animatrice de l'émission Heliocast. Mais ce qui nous intéresse, c'est ta version. Et c'est en fait comment toi, tu te définis. Donc, comment est-ce que tu te définis ? Et si tu es d'accord ou pas avec les affirmations de Monsieur GPT. Eh bien oui, parce que je pense qu'il les a pris sur mon site. Oh, mais quel petit coquin. Non, mais oui. Je suis designer graphique freelance du coup depuis plus de 8 ans. Et effectivement spécialisée en image de marque et en graphisme mural. Donc là-dessus, tout juste. J'ai effectivement fondé mon studio Helioscope. Au tout début, j'étais en collectif. Donc c'était vraiment sous un autre nom. Donc le nom Helioscope est arrivé en 2021, mais le studio, moi en tant qu'indépendante, j'existe depuis 2016. Et graphisme mural, ça consiste en quoi pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas des graphistes muraux ? Graphisme mural, alors c'est un terme qui n'existe pas vraiment. En fait, il y a un terme anglais pour ça qui s'appelle Environmental Graphic Design, donc design graphique d'environnement. Okay. Sauf qu'en France, environnement, on comprend comme l'extérieur, les plantes, etc. Ouais, déjà, design, ça peut être mal interprété. C'est un double sens, etc. Ce terme-là, vraiment, on ne l'utilise pas en France. En fait, c'est utiliser l'environnement, donc espace de travail, lieu, de manière générale, et promouvoir la culture de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, ou promouvoir toute autre valeur. Et c'est en fait ni plus ni moins que prendre un mur et en faire un outil de communication. Donc ça peut, en fait, comme on pourrait le faire pour une affiche, par exemple, où on va parler d'un certain sujet sur une affiche, là, on utilise un mur pour le faire. Donc, les méthodes sont forcément pas les mêmes. Mais voilà, c'est ça. Et il y a une petite différence avec les fresques, parce qu'on me demande souvent la différence entre graphisme mural et fresque. Et fresque, c'est vraiment... déjà, généralement, c'est peint. Il y a quelque chose de plus artistique. Le graphisme, c'est on va répondre à un besoin pour une entreprise, alors que la fresque, pas forcément. La fresque, ça peut être purement artistique, où on va faire un truc beaucoup plus personnel en tant qu'artiste sur le mur, alors que le graphisme mural, c'est vraiment répondre à un besoin. Il y a une petite différence un peu artiste et designer là-dessus. C'est ça. On fait la différence entre graphisme mural et fresque. Ouais, c'est ça. Et juste un petit point de précision, le graphisme mural, ça peut être fait à la main aussi ? Ça peut être fait à la main aussi. En fait, ça peut être fait à la main, ça peut être des installations aussi. Donc, tu peux avoir des matériaux différents. Okay. Donc, moi, c'est ce que je fais beaucoup. Je fais beaucoup de l'impression, donc quand c'est de la 2D. Et après, quand c'est de la 3D avec des matériaux, des choses comme ça. Et les fresques, du coup, plus artistiques, je tâte un peu le terrain, je commence à en faire. Mais c'est vrai que c'est pas le même truc. Mais on peut en faire aussi pour du graphisme mural. Et tu es aussi directrice artistique. Et ton spectre, du coup, c'est à peu près quoi ? À peu près tout ? Un peu moins ?
Ouais, à peu près tout. Après, je me spécialise un peu plus vers les marques. Parce que je trouve que souvent, avec les marques, il y a beaucoup plus de choses à faire. Je fais le parallèle avec des gens qui proposent du service plutôt, où généralement, je trouve qu'il y a moins de choses à travailler. C'est-à-dire que souvent, quand on fait du service, il va y avoir un site pour présenter le service et ça s'arrête plus ou moins là. Je grossis le trait, hein, mais ça s'arrête plus ou moins là. Et je trouve que pour les marques, on peut penser en termes de gamme, on peut penser en termes de nouveaux produits. Le positionnement voilà. aussi. Et du coup, tu as des choses, je trouve, plus larges à travailler. Donc, je me dirige un peu plus là-dessus ces derniers temps. Mais après, j'ai pas de secteur favori. Je sais qu'il y a plein de gens qui se spécialisent. Moi, j'aime bien un peu tout faire parce qu'à chaque fois, tu réapprends un peu. Tu fais des recherches sur tel ou tel métier et ça, je trouve ça hyper intéressant. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce métier-là aussi. Donc, Et moi, je vais revenir sur la toute première question et ta toute première réponse, du coup, aux questions de cette émission. T'as un petit peu séché. Ouais. Est-ce que c'est parce que la créa et le graphisme t'es tombé dedans quand t'étais petite? Alors, oui et non. En fait, je vais avoir la même réponse que tout le monde, de toute façon, mais je faisais du dessin quand j'étais gamine. Vraiment le gros classique. Comme tous les enfants. Ouais. Et en fait, très tôt, on m'a dit que je dessinais bien. J'avais tout un classeur. Je l'ai encore, d'ailleurs, il est incroyable, ce truc. J'ai un classeur entier de tenues, genre fashion catwalk que j'ai créé, que j'ai imaginé. Et c'est super drôle parce qu'il y a des trucs qui sont à la mode maintenant. Ouais. Que j'ai sur mes croquis, je suis en mode alors, avant-gardiste ou pas? Une petite boucle et tout, ouais. Ouais, est-ce que t'as assez d'expérience pour que ce soit revenu déjà? Je pense que c'est ça. C'est ça, on a fait la boucle. Je pense qu'il y a un tout, peu de ça là. Ça y est, on est déjà en train de faire la boucle. Mais ouais, j'avais déjà cette notion de créer des choses. Après, le design en tant que tel, j'avais jamais entendu parler. Ouais. Et quand j'ai cherché, justement, j'ai passé mon bac L, tel la personne qui ne sait pas faire autre chose que de la création. À ce moment-là, j'ai fait un bac théâtre. C'était même pas, c'était même pas un bac littérature. C'était littérature option lourde de théâtre. Et quand j'ai cherché quoi faire, je voulais faire du dessin. Sauf que je regardais un peu les débouchés et j'étais là, genre putain, un dessin, il n'y a pas grand-chose, ça a l'air un petit peu compliqué. Et j'ai vu qu'il y avait des écoles de design, donc j'ai regardé un petit peu ce que c'était, sans trop comprendre les enjeux en fait, surtout ça. C'est que j'étais là, genre, ah ouais, c'est sympa, c'est beau, on la tente. Et je l'ai tenté. Et j'ai aimé. J'ai eu la chance d'aimer parce que je pense qu'il y a des gens qui tentent et en fait, pas du tout. Et ouais, c'était un peu un saut dans le vide. On est nombreux dans ce cas de figure. Moi, je me reconnais dans beaucoup des choses que tu as données et tout, où je ne connaissais pas non plus ce domaine. Et alors que c'est marrant, j'ai quelqu'un dans la famille qui est dans un métier assez proche. Et je l'ai découvert où je bidouillais des trucs chez moi. Et un jour, quelqu'un vient et me fait en fait, les gens, c'est leur métier de faire ça. Ah ouais, ils font des sites, ils dessinent sur Photoshop et ils en vivent. Ouais, je vais peut-être y réfléchir à nouveau ou quoi. Tu sais que les premiers graphismes que j'ai faits, c'était littéralement des montages Photoshop sur Skyblog. Hein. Je suis désolée, mais Skyblog a quand même lancé une génération de... Moi, j'avais un CD craqué avec Photoshop 5 et tout, en anglais. Et pareil. Je parlais pas anglais, du coup, je bidouillais des trucs. Ma suite Adobe, à l'heure actuelle, est encore en anglais. Parce que j'ai craqué les premiers en anglais. Et tu as tous les raccourcis, les noms et tout. Je les connais tous en anglais. Merci Adobe. Ouais. Je craque plus maintenant. On est tous clean. Mais ouais, non. Je suis trop vieux pour ces conneries. Trop chiant. Et alors, donc, par rapport à tous ces métiers, forcément, on est chacun ici présent 3 indépendants. On a des métiers qui sont aujourd'hui assez proches les uns des autres, qui se croisent. Et on est tous les 3 indépendants. Et ma grand-mère, l'autre fois, m'a dit « Ah, mais toi, de toute façon, tu gères ton temps comme tu veux, du coup, tu peux faire comme tu veux. » J'aimerais que tu rebondisses à ça. Ça ressemble à quoi, un peu, ton quotidien ta journée type. Ta journée type, ouais. Terriblement ennuyeux. Je fais pas partie des freelances qui... on en parle souvent justement avec une amie designer qui s'appelle du studio Paulette, où on a le même problème en tant que freelance, on pourrait prendre des rendez-vous en plein milieu de l'après-midi, partir faire nos courses en plein milieu de l'après-midi, parce que ça serait vachement plus sympa, tu vois, il n'y a personne, etc. Et en fait, on n'y arrive pas, parce qu'on est... Moi, je fais partie de ces freelances qui ont des journées type bureau, en fait. Ouais.
C'est-à-dire que je commence de travailler entre 8h45 9h, classique, et j'arrête de travailler quand il y a du travail normal, je vais dire à peu près à 18h. En ce moment, je travaille bien plus tard. Mais ouais, c'est vraiment journée classique. Je prends ma pause à 13h, je prends une demi-heure, 3 quarts d'heure de pause. On connaît. T'as bossé en agence avant ça ? Jamais. Ah ouais, et pourtant c'est venu d'où cette mécanique Ouais, mais en fait, je pense que j'ai toujours eu un cadre assez... Alors, je sais pas si strict, c'est le mot, mais mon père était militaire, donc je pense que j'avais ce truc de... tu sais, il y a une rigueur à avoir. Ok. Tout en étant... mon père est adorable et genre, j'avais vraiment de la liberté sur plein de trucs. La preuve, il m'a laissé faire une école de design. Mais ouais, j'ai toujours eu ce truc de... J'ai besoin d'organiser mes journées. Et tu vois, c'est un peu le parallèle des études. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de faire des études et qui sont très bons en étant autodidactes et qui préfèrent être un peu libres comme ça et pour qui les études classiques, ça ne va pas marcher. Moi, j'avais besoin de ça. J'ai besoin d'avoir un cadre hyper précis pour réussir à faire ce que je veux. Donc ouais, j'ai toujours eu ce truc-là. Et en fait, pendant mon master, j'ai dû travailler en freelance pour l'Irlande, avec qui je travaille encore aujourd'hui, plus bosser sur mon mémoire, plus finir mes études. Donc, je devais avoir une organisation... Béton. Voilà, pour que tout fit, quoi. Ouais, et puis après, quand tu vis avec d'autres personnes qui ont ce rythme-là, que ce soit dans ton couple, ta famille ou des enfants ou quoi, en fait, tu es obligé de t'adapter aussi. Puis même tes clients, ils ont leur rythme. En fait, c'est ça. Mais après, nous, j'ai l'impression qu'on est de la même école, mais je sais que Ben, lui, il va être beaucoup plus fort à gérer. Je sais pas si c'est fort. Mais non, mais c'est un système et chacun... Ouais, t'es dans le flow du freestyle. Ouais, moi, c'est vrai, je suis beaucoup plus un bordel organisé. Je suis moins organisé que mon compère de gauche, droite à l'écran. Mais c'est vrai que je trouve que un avantage du freelancing, c'est qu'on peut un peu s'organiser comme on veut. Et du coup, moi, je le tire pas mal vers moi, cet avantage. Mais ça peut aussi apporter son lot de stress parfois de ne pas forcément être synchro avec les clients, etc. Donc, en fait, je pense que la vraie liberté quand tu es freelance, c'est de savoir que tu as cette possibilité-là. Ouais. Par exemple, j'ai eu quelques soucis de santé en 2022. Et typiquement, là, j'avais pas le choix. J'étais obligée de prendre des rendez-vous en pleine journée. Et du coup, c'était moins dérangeant que si j'avais été salariée, effectivement. Ouais. Donc, j'évite de le faire parce que moi, j'aime pas, pour mon organisation perso, te couper dans ton travail, ta concentration. J'ai besoin de faire ma journée. C'est vrai que je suis un peu... De moins en moins, en vrai, je commence à... Et vraiment très, très légèrement. Mais je commence à un peu plus prendre conscience que des fois, je peux me permettre des trucs. Typiquement, les streams, je sais qu'il y a des journées, du coup, où c'est full journée, où ça va être sur l'émission. Et du coup, je travaille... C'est du travail, mais je travaille pas vraiment pour le côté freelance. Et du coup, ça, je peux me le permettre... Alors que si j'avais un emploi salarié, je pourrais clairement pas le faire. Donc, Et tu as des journées types, un peu, ou pas du tout ? Franchement, ouais, parce que c'est vraiment toujours 9 heures. En gros... Je veux dire, dans ta manière de t'organiser, genre le matin, c'est dédié à ça, l'après-midi, ça, des trucs un peu types ? C'est vraiment, généralement, de 9h à 10h, ça va être regarder tous les mails et faire tout ce qui est mail admin. Répondre aux mails auxquels j'ai envie de répondre, parce que j'avoue que de plus en plus, il y a des mails que je mets de côté, et tu les mets en non-lu et tu les regardes 3-4 jours plus tard. Mais ouais, vraiment 9h, 10h, on va dire les mails, 10h, 11h, un peu de créa, et après, ça part sur la créa toute la journée, avec une petite pause pour checker les mails, mais vraiment beaucoup de créa par jour, quoi. Enfin, créa ou strat, ça dépend des trucs. Ouais, mais... bien sûr. Du coup, on s'imagine, tu es en train de bosser sur ton bureau, certainement, à faire de la créa, de la strat, à faire aussi travailler tout le travail de transmission que tu fais sur l'émission. Est-ce qu'il y a une partie de ta journée à laquelle on pourrait ne pas s'attendre ? Quelque chose de surprenant dans ton quotidien ? Surprenant, je sais pas. Avant de travailler, généralement, je fais du sport, mais c'est pas surprenant non plus, tu vois. Mais non, mais en fait, je suis quelqu'un de très ennuyeux au quotidien. Et en plus, tu disais justement, souvent, on a aussi ce système d'horaire de bureau quand on a quelqu'un qui fait pareil. Mon mec est dans la musique, il est intermittent du spectacle, donc lui pareil, il n'a pas du tout des horaires classiques de bureau, mais on a une orga très, très classique tous les deux. Après lui, ça s'entrecoupe de tournées et compagnie, donc clairement moi j'ai pas ça, mais non, il y a rien de, je sais pas, il y a rien de fou dans ma journée. En vrai, j'ai pas trop de trucs. Et aujourd'hui, donc tu switches entre ces différentes casquettes. Ouais. Il y en a plusieurs, je vais reprendre les notes parce qu'il y a tout ce qui est comptage, gestion commerciale. Ouais. Et après, il y a tout ce qui est le design avec les différents volets, parce qu'il y a
Il y a des actions artistiques où il y en a déjà quelques-uns. Ouais. Il y a tout ce qui est le graphisme mural dont tu parlais. Et puis, on va en parler après, mais ce qu'on voit là sur cet écran à côté de nous, mais tout ce qui est l'émission. Ouais. Et comment tu t'arrives dans ton Je quotidien donne des cours aussi maintenant. Et C'est elle donne terrible. des cours aussi. Parce qu'elle s'ennuie, visiblement. Et, J'avais pas assez de trucs. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais rajouter? entre 2h et 4h du mat, des fois, je m'ennuie, j'ai un petit creux. Comme Ah non, ça. par contre, je suis quelqu'un qui a besoin de sa nuit. Donc vraiment, je ne travaille pas la nuit. J'ai mes limites. C'est aussi pour ça que j'ai Déjà, mes horaires. un petit quelque chose d'anecdotique. Mm. Et parce que des fois, c'est monnaie courante quand même dans ce métier non, en moi, free où les gens bossent la nuit. Mais même pendant mes études, où c'était encore... je suis encore de la génération où on disait, ouais, faut faire des charrettes et tout. Charrette. Jamais de la vie, vous m'entendez. Mais en fait, non. Je ne fonctionne pas la nuit, en fait. J'en ai jamais fait. Moi, j'arrive plus. Je sais pas si c'est l'âge où à un moment donné, j'ai fait une pense qu'au bout d'un moment, overdose. Je crois que j'ai jamais réussi, moi. Ouais, au bout d'un moment, tu comprends aussi que... Ok, charrette, mais tu vas pas sauver le monde non plus. Donc, Ouais. En fait, c'est ça. Et vu que j'ai en plus... Vu que je travaille en freelance, que la plupart de mes clients, c'est d'autres personnes qui sont entrepreneurs. C'est pas des gens qui vont... Enfin, en tout cas, mes clients, c'est pas des gens qui vont faire des charrettes non plus. Donc, je me retrouve bien avec eux parce qu'on va pas s'envoyer des messages à 3h du mat pour finir un truc. Donc, non, j'ai jamais eu ça. Et même pendant mes études, ouais, je me suis toujours retrouvée dans des projets où c'était fait avant, quoi. Oiseau du matin ou oiseau de nuit, du coup? Oiseau du matin, plutôt? Ouais, plutôt du matin, moi. Ouais. Et donc là, on a parlé de toutes les facettes de ta vie pro. Beaucoup de casquettes. Et c'est un mec avec une casquette qui dit ça. Comment tu arrives à jongler avec tout ça? En ce moment, difficilement. Ouais. Au début, ça allait. C'est-à-dire qu'au début, quand il y avait juste le freelancing, tu as les petits mois d'adaptation, mais en vrai, ça allait. Donc là, ça allait très bien. Après, j'ai lancé Heliocast. Où là, au début, un peu difficile parce que c'est un nouveau truc que tu testes, en fait. Donc, faut le temps de trouver ta routine. Mais ça allait à peu près. Là, je commence à faire plus de contenu, de contenu pour les réseaux sociaux, etc. Plus donner des cours. Donc là, cette année, c'est la première année où je donnais autant de cours. J'ai toujours donné un petit peu, mais c'est plus des petites interventions par-ci, par-là. Ouais. Là, cette année, c'est vraiment, je donne des cours... Moins d'énergie et moins de préparation, peut-être. Ouais. Là, il y a plus de trucs à faire. Alors après, je donne pas énormément d'heures, mais pour moi, c'est déjà énorme. Je crois que j'ai donné 92 heures cette année. Ouais, mais des fois, quand c'est ta première intervention, tu fais presque x2 parce qu'il y a le temps de préparation. Ouais. Puis après, si tu as des corrections, des jurys, des trucs comme ça, ça va vite. Ouais. Donc, cette année, c'était plus compliqué parce que tout ça, parce que j'ai lancé un nouveau format aussi avec Heliocast. Donc, il y a ce truc-là aussi. Les vendredis matins, je fais les lives, les streams de chez moi où on fait de la veille graphique. Donc, en fait, ma semaine est très... En fait, on va dire que je travaille du lundi au jeudi. Le vendredi, c'est quasiment full Heliocast. Et en ce moment, je travaille les week-ends, par exemple. Alors que pendant très longtemps, j'étais en mode non, les week-ends, c'est sacré. Ouais. Bon, j'ai plus trop le choix pour l'instant parce que je suis en train d'essayer de retrouver un certain équilibre où quand tu fais tout quasiment tout seul, c'est il y a beaucoup. C'est compliqué. Donc en fait, j'ai des horaires normaux la semaine. En ce moment, par exemple, on va dire vraiment, je commence à travailler à 9h. Je finis généralement à 19h30, 20h, ce qui, selon moi, est tard. Je ne devrais pas travailler aussi tard. Et je travaille aussi souvent les week-ends. Alors après, les week-ends, c'est quand même plus light. Je ne vais pas faire un 9h, 19h30 le week-end. Mais en fait, je suis tout le temps en train de penser à mon travail. Que ce soit Heliocast ou le freelance, mais le week-end, j'ai toujours un truc à faire, quoi. Là, je sais que je suis en retard, par exemple. Niveau équilibre, typiquement, en ce moment, je sais que je suis en retard. Je crois que j'ai 3 émissions de retard. Mais il y a aussi eu le gros... je ne sais pas si on va en parler, mais il y a eu le nouveau format, du coup, Helioclash, où c'était un tout nouveau truc, où il y avait beaucoup de monde. Donc, forcément, nouveauté. Donc, ton organisation, elle est complètement mise à mal parce que tu fais un truc que tu n'as jamais fait et ça prend du temps. Et quand tu gères des gens, je pense que vous le savez très bien, mais quand tu dois gérer des gens, forcément, en fait, tu passes du temps à gérer ça, bien sûr. à avoir les retours des gens. Ils ne répondent pas tous en même temps. Donc, en fait, dès que tu as une réponse, hop, tu fais une pause dans ton taf, tu réponds à la personne. Donc, ouais. Tendu, l'équilibre en ce moment. T'as bien amorcé l'émission Heliocast. Du coup, je vais essayer de la présenter de façon très sommaire. Vas-y. Donc, t'as lancé Heliocast en 2022. Ouais. C'est une émission Twitch de vulgarisation sur le design. Et j'aimerais direct te poser 2 questions. Alors,
qu'est-ce qui t'a motivé à créer ce format et pourquoi Twitch? Je vais commencer par la deuxième, parce qu'elle est plus courte, mais Twitch, c'était hyper simple. C'était que vu que je voulais vulgariser, Twitch, t'as ce truc de... les gens sont hyper spontanés dans le chat sur Twitch. Ouais. Il y a un peu ce truc de... sur Twitch, tout le monde est ami, tout le monde se connaît. Du coup, les gens ont moins la barrière de... C'est plus facile pour eux d'oser poser des questions. Et vu qu'on est sur de la vulgarisation, en fait, je voulais vraiment permettre aux gens de... Pendant le live, s'il y a un truc qu'ils comprennent pas et que nous, on a oublié d'expliquer, en fait, ils peuvent poser la question. Et ils peuvent demander, ils peuvent dire, ça, j'ai pas compris. Ou alors poser une question que simplement, moi, j'ai pas posée à l'invité. Ouais. Et du coup, Twitch, pour ça, était vachement pratique. Et en plus, quand je l'ai lancé en 2022, c'était... pendant le Covid, j'ai beaucoup été sur Twitch. Je regardais Antoine Daniel, Popcorn et compagnie. Et du coup, tous ces trucs-là m'ont fait me dire, en fait, c'est une bonne plateforme parce que je sentais que les gens étaient vachement plus spontanés que sur d'autres plateformes qu'on avait pu voir. Il y avait un petit peu moins de live YouTube à cette époque-là aussi. Ouais. Donc, c'était moins une option pour moi. Donc, c'était vraiment ce côté pouvoir parler comme à des amis et avoir ce truc un peu plus, plus spontané. Et ça a marché? Tu l'as retrouvé et tout dans tes émissions? Ouais, en vrai, il y a que des gens hyper sympas et c'est arrivé là en 3 ans. Au tout début, mais plus sur mes lives perso, il y a eu des gens chelous. Il y a eu 2-3 trucs chelous. Il y a un mec qui s'est pointé chez moi et tout. Donc, il y a vraiment eu des bails, des bails étranges. On allait justement aborder la question à un moment donné. Mais il y a eu des bails étranges, mais pas trop. Et ça s'est clairement calmé. Et les questions, par exemple, pour les invités, ultra bienveillantes. Il n'y a jamais eu une question, et de toute façon, je ne la poserai pas, mais j'ai jamais vu une question mal placée ou... c'est vraiment que des gens qui sont hyper curieux. Okay. Donc, non, hyper cool pour ça. Trop bien, franchement. Et pour l'idée de comment c'est venu, c'était ça? Ouais, qu'est-ce qui t'a motivé à lancer ce format? C'était... en fait, il y a eu plusieurs trucs. Quand je me suis lancée en collectif, on était 3 designers. On était 2 designers graphiques, une designer d'espace. Okay. Et on avait créé des événements. On avait fait 3 événements sur Lyon en une année. Donc en 2017 à l'époque. Où on mettait en avant des designers de tous les champs du design. Parce qu'en fait, je suis issue d'un... J'ai fait un BTS en communication visuelle, mais après, j'ai fait un master en design global. Ouais. Ce qui fait que j'ai toujours aimé travailler la transversalité dans tous les champs du design et globalement de la créativité. Et du coup, nous, on avait vraiment, les idéaux de « ouais, on va faire notre agence du design global, ça va être absolument incroyable ». Ça n'existe pas, ça existait déjà. Mais dans notre tête, on n'en connaissait pas. Et du coup, on voulait lancer ce truc et on s'est dit, il faut qu'on mette en avant aussi d'autres personnes. Il n'y a pas que nous, il faut montrer qu'il y a d'autres designs qui existent et que tout ça, ça peut être transversal. Donc, on était un peu bourrés d'idéaux et on a fait ces événements-là où à chaque fois, il y avait entre 6 et 8 designers, je crois, donc dans un lieu, etc. Un peu comme les marchés de créateurs qu'on a beaucoup. Mais là, c'était des designers et c'était plus pour favoriser l'échange parce que les designers n'ont pas forcément un truc à vendre. C'est pas un objet à vendre, quoi. Ouais. Donc, on a fait ça. Le premier a trop bien marché. J'allais dire par hasard, non, parce qu'on a taffé dessus aussi. Mais le premier, c'est celui qui a le plus marché. On a eu 400 et quelques visiteurs sur le premier. Super. Alors qu'on venait de se lancer, qu'on n'avait pas de réseau. Donc, vraiment, on était un peu en mode, que se passe-t-il? Et du coup, on en a fait 2 autres qui ont un petit peu moins bien marché. Et moi, j'aimais beaucoup ce format-là, sauf qu'en fait, ça nous prenait un temps monstre, de l'argent monstre. Donc, c'était pas vivable. On venait de se lancer. En fait, on n'avait pas de clients. Ouais. Donc, en fait, on était là, on se lance dans un truc à corps perdu, alors qu'en fait, à côté, on n'arrive pas à vivre. Donc, c'est pas possible. Il faut d'abord qu'on vive, et peut-être qu'après, on y reviendra. Plot twist, on n'y est pas revenu. Ouais. Et moi, j'ai arrêté le collectif en 2021. Et du coup, à ce moment-là, en fait, j'avais déjà l'idée de reprendre un peu ce truc-là, mais sur un format beaucoup plus accessible. Parce qu'un événement, c'est que dans une ville, à un moment précis. Si tu l'as loupé, tu l'as loupé. Ouais. Et du coup, je me suis dit, comment je peux faire un truc vachement plus accessible et vu que ces moments-là, j'étais un peu sur Twitch, etc., je me suis dit, let's go. En fait, on va faire une émission. Mm-hmm. Après, la question du format s'est posée de combien de temps ça dure, sous quelle forme je le fais, est-ce que je suis toute seule, est-ce que c'est un truc où c'est juste un visio et l'autre est chez lui et du coup, c'est plus simple, ou est-ce qu'on fait un plateau? Il y a toutes ces questions-là qui sont arrivées. Moi, je voulais un truc quali. J'ai eu la chance qu'il y ait un studio qui se libère à ce moment-là pour que je puisse faire une loc, parce que c'est de la famille à moi qu'on le studio où on tourne. Donc tout s'est à peu près goupillé à ce moment-là. Et le format, en fait, c'est un peu construit autour de ça aussi. Okay. Mais l'idée, c'était vraiment donc, de reprendre un peu cette idée des événements-là où on mettait en avant d'autres gens. Donc il y avait ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'était que
depuis que je suis freelance à Lyon, je passe mon temps à faire des cafés avec d'autres freelances et de tout type de champ du design, à échanger avec eux. Et en fait, à chaque fois que tu fais un café avec des gens, je pense que vous le faites aussi, mais genre à chaque fois, tu te dis... cafés, oui. Et tu vois, c'est hyper enrichissant à chaque fois. Non, mais ouais, carrément. T'as des... tu vois, on l'a fait ce midi. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà. À chaque fois, on commence le podcast dès qu'on croise les gens, en fait. Parce que, en fait, on est tous des passionnés, ici ou même ce soir aux événements, et que tu as des passionnés qui parlent de leur passion avec d'autres passionnés, bah forcément, c'est trop intéressant. Mais en fait, c'est ça. C'est que c'est hyper enrichissant. Et je me disais, mais c'est con, en fait, qu'on partage pas ce qu'on est en train de se dire, là, tu vois. Il y a plein de trucs hyper intéressants. Et je me suis dit, bah, en fait, on va faire un espèce de grand café, mais filmé. Parce qu'il y a aussi ce truc il y a plein de gens qui m'avaient dit, mais pourquoi tu fais pas juste un podcast? Pourquoi tu te fais chier à filmer? Je dis, mais en fait, je parle de métiers qui, pour la plupart, sont visuels. Ouais. Bah, ça m'embête de pas montrer ce que les gens font. Si je veux les mettre en valeur, les gens, ils vont être attirés par ce qu'ils font aussi. Donc ouais, il y a un peu tout, tu vois, qui s'est un peu goupillé comme ça. Et ouais, c'était un peu les deux idées principales, quoi. Et donc là, on voit à côté, on a des images du premier épisode, tu disais? Ouais, tout premier. La première émission, plutôt. Et comment t'as fait ça? Du coup, tout toi-même, toi à la main, les décors, etc. C'est full DIY. Ouais, alors j'ai de la chance parce que vu que mon copain est dans la musique, il a un G-son. Donc niveau technique, j'avais un petit accompagnement sur toute la partie sonore, ce qui était très très cool. Ouais. Donc à ce niveau-là, j'étais bien suivie. Et à l'époque aussi, j'avais une stagiaire, Émilie, qui est devenue une de mes meilleures potes, parce que c'est un petit bijou. Et elle m'a aidée à monter le plateau. C'est-à-dire qu'on est allé, on a pris nos petites mains, on est allé à Leroy Merlin, on a découpé des planches en bois. Trop bien. On a fait imprimer un sticker. Le bureau sur lequel on est assis, c'est tout fait à la main. Vraiment, on a tout fait de A à Z. Les stickers, on a collé dessus, etc. Du vrai craft. Ouais, littéralement, là, on est sur le craft 100%. Nous avons la chance d'être accompagnés par Surprise Studio. Non, mais c'est trop bien. Et au niveau de la construction, donc avant, tu as un petit peu expliqué ce qu'il y avait dedans. Ouais. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus en détail? Il y a des gens qui viennent se présenter, il y a des interviews, il y a des chroniques. Ouais, en gros, le déroulé, c'est... donc ça dure 1h30 maintenant. Au début, c'était un peu plus long, mais on a vite réduit parce que c'était pas très digeste pour un truc de vulgarisation. En gros, l'émission est vraiment en 3 temps. On a un premier temps qui est un jeu, généralement sur la créativité. Donc ça peut être culture générale, créative, ou ça peut être des trucs un peu plus fun, il y a un peu de tout. Ça, en vrai, c'est à la fois le truc de... pour vulgariser, le jeu, c'est un bon moyen. Et aussi, pour être tout à fait honnête, sur Twitch, les gens, ils mettent du temps à arriver. Ouais. Et je voulais pas lancer l'émission en se disant « Ok, direct, on fait l'interview, etc. » Les gens, ils vont louper le début et ça va être relou. Donc, le jeu sert à ces deux trucs-là. De détendre aussi pour l'invité, parce que l'invité, il arrive. Donc, t'as un peu ce truc de « On va faire un jeu » et comme ça, tu prends la température du truc. Ça détend un peu, tu vois. Genre, ça permet de un peu faire glisser le truc. Ouais. Donc ça, c'est vraiment la première partie. Après, il y a la partie interview qui dure entre 40, 45 minutes, parfois 1 heure. Où là, c'est vraiment full question, du plus large au plus précis, généralement. C'est-à-dire qu'on commence par le parcours, ce qui est fait, etc. Et après, on va dans des questions un peu plus précises. Ce qui fait qu'on a de la vulgarisation au début. Puis après, même si ça reste de la vulgarisation, on peut entrer dans des sujets qui sont quand même un petit peu plus niche, on va dire. Mais on essaye quand même de vulgariser. Et la dernière partie, c'est une chronique. Donc, soit c'est moi qui l'ai fait, soit c'est les chroniqueurs, parce qu'il y a plusieurs chroniqueurs qui tournent. Et eux, ils viennent parler d'un sujet. Ça peut être de la veille, de l'actu design qui est en train de se passer. Ça peut être des sujets sur l'engagement en tant que designer, les actus des challenges graphiques qu'il peut y avoir. Enfin, voilà, il y a pas mal de petites choses. Mais du coup, comme ça, moi, j'ai un déroulé très précis, quoi. J'allais te demander si dans l'émission, il y avait un fil directeur, ou plutôt comment tu choisis à la fois tes invités, tes chroniqueurs. Est-ce qu'il y a des domaines particuliers? Mais ce que je sens un peu dans ton discours, c'est que tu as ce côté de design global et que tu essaies de choper un petit peu, d'être large et de ne pas te brider là-dessus, quoi. Ouais, moi, mon but, c'est vraiment d'être le plus large possible. Là, aujourd'hui, je trouve que je ne le suis pas assez. Et c'est fou parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'épisodes sur des designs que les gens ne connaissent pas. Alors peut-être trop au début. J'ai peut-être fait cette erreur-là de faire des trucs... par exemple, le 3e épisode, c'était du design de service. C'est un design qui est compliqué. Et je pense que je l'ai fait trop tôt.
Ce qui fait qu'il y a eu de l'architecture aussi, il y a eu de la musique. Enfin voilà, c'est un peu comme vous en fait, c'est la créativité au sens très large. Il y a de l'artisanat aussi. J'ai pas envie qu'on me catégorise comme une émission de graphisme, et c'est quand même le cas, malgré le fait que j'invite plein de gens qui sont pas graphistes. Ouais. Donc ça c'est assez marrant. Je comprends pas trop encore pourquoi, mais du coup ça me force à vouloir encore plus diversifier. Après, la difficulté quand on veut diversifier, c'est de trouver les bonnes personnes. Et par bonnes personnes, j'entends des personnes qui vont être dispo, pas trop loin, parce que voilà, il y a aussi les frontières géographiques qui font que. Mais ouais, j'essaye de montrer des choses peut-être un peu différentes, et aussi des profils qu'on n'a pas forcément vus. Il y a des gens qui sont venus sur l'émission qui sont assez connus, il y a des gens qui ne sont pas connus du tout. Et ça, c'est important parce que je trouve, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je trouve que dans le design, dans l'image qu'on se fait du design, en tout cas en France, il y a un peu ce truc de... c'est toujours les mêmes. En fait, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Si je vous dis design d'objet, vous allez me dire Philippe Starck, en fait. Tout le monde parle de lui. Alors certes, il a fait plein de trucs, mais je trouve ça dommage parce qu'il y a plein de gens qui n'ont peut-être pas bénéficié d'une couverture médiatique aussi ouf, et qui pour autant ont des projets qui sont tout autant intéressants et qui font des trucs assez fous. Donc je mets un gros... un point d'honneur à avoir aussi des gens qui sont pas forcément mis en avant et pas très connus. Et puis après, il y a ce côté où on va avoir une vision très élitiste du design. Pour ça, tu vois Starck, on est quand même assez haut en termes d'élitisme. Alors qu'il y a des objets du quotidien qu'on utilise tous et qui sont designés par des mecs qui sont trop forts. Avant, tu parlais du designer du Milburn. Ouais. Super intéressant aussi de voir comment il a travaillé ça, etc. Et il y a ce côté aussi qu'on n'a pas trop en France, mais du design... populaire, accessible à tout le monde. On en parlait avec Atomike sur un des épisodes et tout, qui est cool aussi. Et c'est cool d'avoir ces designers-là aussi qui viennent parler de leur truc, tu vois. En fait, c'est un vrai sujet parce que moi, en fait, le problème que j'ai... Déjà, les gens ont une vision du design de c'est cher, c'est que du luxe, etc. Et souvent, en fait, les gens, quand tu dis design, ils vont penser à c'est beau et c'est forcément du mobilier. Oui, genre alors que... c'est design. Voilà, c'est ça. C'est du mobilier design, mais ça veut rien dire. Oui. Et en fait, il y a ce truc de... Moi, en fait, j'ai eu un prof pendant mes études qui était vraiment... Le design, ça doit servir à quelque chose. Ouais. Donc ça, vraiment, il m'a bassiné avec ça, mais il a bien fait de le faire. Et du coup, j'essaye de montrer qu'en fait, il y a plein de champs de design différents et qu'en fait, ils ont une utilité et qu'en fait, le design, de base, est censé être accessible. Ouais. Ça peut être un choix qu'il ne le soit pas, mais de base... Genre, comment tu prends ton mug, s'il y a une anse, en fait, c'est pour que tu puisses tenir ton mug d'une certaine manière. Donc, il y a plein de trucs comme ça où je trouve que c'est des sujets qui sont importants de remettre un peu au centre du truc. Une réaction quant aux affiches du Festival de Chaumont ou... Et non, j'ai un peu un problème avec ce truc, mais pour ceux qui connaissent pas, le Signe, le lieu s'appelle le Signe, et ils font du coup la biennale du design graphique à Chaumont tous les 2 ans. Et en fait, leurs affiches, je les trouve pas du tout accessibles. Alors même que le festival se veut comme étant un festival qui va montrer ce que c'est que le design graphique à n'importe qui. Normalement, c'est pouvoir montrer à n'importe qui, regardez, le design, ça sert à ça. Mais vu que les affiches elles-mêmes sont une forme d'élitisme... Ouais. C'est un peu le luxe du design. Ouais, c'est ça. Dans la mode, tu as le luxe qui va être un peu perché, tu comprends pas, et oui, c'est élitisme, etc. Tu as la même chose dans le design aussi, que ce soit sur le graphisme, mais dans d'autres domaines et tout. Et moi, ça m'a complexé pendant hyper longtemps. Dans le web aussi, il y a ça. Ouais. Il y a des trucs où tu vas avoir des règles d'expérience utilisateur ou de contraste, machin, qui sont pas du tout respectées, ça part dans tous les sens, machin. Mais il y a une image et ça rend le côté inaccessible, du coup, forcément, ça s'associe, si c'est bien fait, bien sûr, à une forme d'élitisme derrière, quoi. Et puis il y a le côté aussi où j'entendais quelqu'un qui disait que c'était un peu ingrat, le design, parce qu'au final il est surtout remarqué s'il est mal fait, mais qu'un design typiquement là tu viens de prendre ton mug par Lance et donc c'est très fonctionnel. Et du coup on la remarque pas, Lance, en fait ça fait partie de notre quotidien. Ouais. Et que souvent un design qui a été pensé pour tout le monde et qui a été bien fait, on le remarque plus parce qu'il fait déjà partie de nos quotidiens. En fait, c'est souvent des trucs où c'est tellement évident pour toi que tu fais plus gaffe, quoi. T'es là, genre... en fait, ça fait partie c'est des habitudes que t'as. Mais c'est comme...
tu vois, au tout début où j'ai fait les études de design, j'étais pas du tout passionnée par le design. J'étais pas du tout curieuse. Enfin, c'était vraiment... je pensais pas durer aussi longtemps. Et je me suis mise à être passionnée beaucoup plus tardivement, finalement. Et il y a un truc que... Je sais plus où j'allais, mais... si, c'était ça. Quand j'allais dans la rue, quand j'essayais d'expliquer mon métier à mes parents, parce que j'ai mis du temps à trouver les bons mots pour expliquer ce que je faisais, je pense que je le fais encore pas parfaitement aujourd'hui, mais à dire, en fait, quand tu marches dans la rue, du design, tu fais 1 mètre et en fait, tu as du design, tu as déjà au moins 5-6 exemples, si ce n'est plus, de design autour de toi. Oui, bien sûr. Que ce soit du branding, que ce soit le passage piéton, pourquoi il a été designé comme ça. Tout, en fait. Ouais. Et en fait, c'est les trucs que tu vois plus, parce que c'est autour de toi et que c'est quotidien. Et alors, tu mentionnais Philippe Starck avant. Quels seraient à toi tes invités de rêve sur Heliocast? À part Philippe Starck. Alors, c'est clairement pas mon rêve Enfin, no offense, mais Donc clairement Thierry pas mon Ardisson rêve. peut-être, alors sinon... Non, pas tout. Non, j'aimerais beaucoup... Alors elle est presque plus artiste, mais Camille Walala, Ok. qui fait beaucoup des très grandes fresques murales. Ok. Donc elle, j'aimerais beaucoup. Woodkid aussi. J'ai vu, ouais. Parce que... tu as fait quelques petits appels. Si jamais tu l'as, tu peux nous l'envoyer aussi. Pas de souci. Non, mon rêve, parce qu'il est hyper 360 et dans des domaines que je maîtrise absolument pas en plus, ce qui fait que du coup, je suis encore plus admirative de son travail. Donc c'est ça qui est assez drôle, c'est que j'ai envie d'inviter des gens qui font pas forcément des choses que moi je fais, mais qui pour autant m'intéressent énormément. Donc ouais, c'est les deux dont je parle peut-être le plus souvent. C'est un peu devenu un running gag sur l'émission. Je pense que Woodkid, il va venir un jour. Je manifeste le truc. Je crois qu'il est aux US. J'avais un peu fouiné. Il est beaucoup en France en ce moment. Il est beaucoup en France. Et il vient de Lyon en plus. Enfin, ah. Donc je me dis peut-être un truc de sentimentalisme à... Si tu nous entends. Des vacances de Noël qui durent un peu plus longtemps. Allez. L'émission de janvier, là, juste avant de reprendre. C'est ça. Mais ouais, ce sera les deux, je pense, que je choisirais. Trop bien. Mais après, il y a plein de gens. Mais... Il y a eu combien d'émissions jusqu'à maintenant? Il y a eu 20... Non, 30, non, on est à 30, pardon. Je dis 30 émissions. Je crois qu'on est à 31 émissions, là. Énorme. Et c'est quoi l'impact sur ta carrière? Crédibilité plus. Ouais. Depuis que j'ai lancé l'émission, je ne l'ai pas du tout lancé pour ça. Parce qu'au début, je l'ai un peu fait comme un projet. J'avais de l'ambition, mais je ne l'ai pas fait en mode... Parce que le but, c'est de mettre les autres en avant. Et en fait, en mettant les autres en avant, je me suis rendu compte que moi, ça me mettait en avant aussi. Ce qui, du coup, je prends. C'est tant mieux. Mais ouais, en fait, quand tu expliques à quelqu'un que tu as un média dédié au métier que tu fais, ouais. Tout de suite, ça enclenche un truc de du coup, tu parles de ton métier, donc forcément, alors, faussement, les gens pensent que j'en sais plus que les autres, ce qui est complètement faux. Ouais. Je dis, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ça déclenche un truc, quoi. Ouais, de crédibilité. Ouais. Donc là-dessus, ouais, de plus en plus, typiquement, les écoles qui m'ont appelé, c'est parce que j'ai une émission. C'est pas, sinon, ils seraient, je pense, pas tombés sur mon profil. Et c'est des viewers ou c'est juste des gens qui ont vu que tu avais l'émission? C'est des gens qui viennent... je regardais ce que tu faisais, j'étais public. Il y a un peu les deux. Il y a des gens qui vraiment regardent et du coup m'ont, entre guillemets, appelé après. Il y a des écoles, par exemple, qui m'ont appelé parce que les étudiants parlaient de moi. Ouais. Merci beaucoup, d'ailleurs, parce que du coup, j'ai un petit contrat dans une école. Mais ouais, il y a un peu des deux. Il y a un peu de tout qui s'est Et des projets aussi? Enfin, des projets autres que sur des clients, quoi. Non, pour les clients, non. Mais vu qu'avec Heliocast, ça m'a un peu fait monter en tant que designer, du coup, la visibilité a impacté. Donc, indirectement, oui. Directement, non. Il n'y a personne qui est venu en disant « Je regarde Heliocast, je te veux comme cliente ». Ça, j'ai pas eu. Mais peut-être un jour. Tu dis quand même qu'il y a un avant et un après, du coup. Ouais. Ouais, clairement. Alors, je vais te poser la question. Forcément, il y a un côté investissement, mais combien ça te coûte tout ça? Est-ce que tu as des sponsors? Est-ce que tu es en autoproduction? Pour l'instant, c'est tout en autoprod. Ok. Le lancement en tant que tel, pour avoir tout le matos, le plateau, etc., j'ai déboursé 8 000 € de ma poche. Ok.
Si mes parents entendent ça, ils vont me... Mais oui, j'ai déboursé 8 000 € parce que je voulais qu'il y ait un plateau. C'est moi aussi qui voulais faire un truc... En vrai, pas énorme. C'est pas énorme. Vu la taille du plateau, parce qu'on ne s'imagine pas le matos sur les lumières, les caméras et tout, etc. Alors, les lumières, j'ai pas acheté. Parce que mon beau-frère est dans l'audiovisuel en tant qu'indépendant. Donc, je lui prête. Il me prête plutôt les lumières. Donc ça, j'ai pas payé. J'ai surtout payé les caméras, plateau. Donc les caméras, déjà, ça représente 4 000 €, donc la moitié du budget. Okay. Et après, tout le reste, c'est plateau, communication, etc. Pour l'instant, j'ai pas de sponsor. J'avais fait beaucoup de dossiers de presse avant même que l'émission soit lancée. Ce qui était à la fois bien et à la fois une erreur, parce qu'en fait, du coup, je sais pas trop comment vous avez fait, mais moi, du coup, j'ai envoyé le dossier de presse et les gens, ils étaient en mode ultra intéressant. Mais c'est quoi ? Enfin, genre, on n'a pas de... Même si j'avais un déroulé ultra précis, il fallait qu'ils voient. C'est le serpent qui se mord la queue. Tu veux financer un truc qui n'existe pas et donc finalement, tu tournes en rond. Ouais, il y a ce truc où tu nous demandais comment... Nous, on a eu aussi ce truc où... Ah oui, mais du coup, il y a qui vient ? Mais pour que nous, on vienne, il faut qu'on puisse payer tout ça. Du coup, il nous faut des sponsors. Mais pour qu'on ait des sponsors, il faut qu'il y ait des gens qui viennent. Et Et puis, il y a ce truc, je ne sais pas si vous l'avez aussi, mais il y a ce truc de les gens qui écoutent, qui regardent l'émission, qui écoutent le podcast, etc., ils ont des demandes aussi. Et tu sens qu'il y a un décalage entre ce que eux ils pensent que tu as comme budget et ce que toi, tu as réellement. Ouais, on nous a déjà demandé aussi. Ouais, quand est-ce que vous allez sur Twitch et tout aussi. Ouf. Ouais, c'est un peu déjà ça. 5 émissions par an. C'est une pression, en vrai, assez folle. Mais ouais, du coup, j'ai mis cet argent-là au début. Et après, tous les mois, du coup, je fais la loc du studio. Parfois, je défrais certains des invités. Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent de Lyon, mine de rien. Donc, défraiement des invités et la bouffe le soir pour qu'ils soient bien. Et après, le temps. C'est ce que j'allais te dire. Et les chroniqueurs sont full bénévoles. Donc, c'est-à-dire que les chroniqueurs prennent... C'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de chroniqueurs et que ça fait beaucoup de roulements. C'est que je veux pas avoir juste 2 chroniqueurs qui sont là tout le temps parce que pour moi, c'est trop de travail pour eux. C'est une charge à assumer si t'es indépendant. Alors qu'ils le font gratuitement et ça me gêne un peu. Donc, pour l'instant, je préfère qu'il y ait plus de monde et qu'ils soient là une fois de temps en temps. Même moi, de temps en temps, je fais des chroniques. Comme ça, voilà, ça régule un peu le truc. Et ça te oui, toi aussi, beaucoup de temps. Et c'est du temps que tu ne peux pas revendre ou revaloriser derrière, quoi. Ouais, le temps, je pense, c'est vraiment la plus grosse... ressource injectée. Si tu le transformais en argent, tu aurais une estimation ? Déjà, une émission, si vraiment si je voulais payer correctement chaque personne qui travaille sur l'émission, sachant qu'à chaque fois, du coup, tu as une personne en technique. Moi, l'invité, si je défrais correctement tout, les chroniqueurs, je crois que j'avais calculé, on serait à plus de 5 000 € par émission, en vrai. Par émission, ouais. Si on descend au minimum, moi, sans me rémunérer, etc., on peut descendre à 2 500, 3 000. Et après, parce que c'est souvent mon mec qui fait la technique, etc. Mais si tu mets vraiment tout de manière juste, ouais, tu peux vite monter. Et dedans, tu comptes le avant, pendant, après ou juste le pendant ? Non, avant, pendant, après. Préparation de l'émission, préparation des chroniques. Les réels derrière, rediffusion, etc. Ouais. Je pense que c'est quand même génial qu'on souligne ça. C'est-à-dire que de base, c'est une émission qui pourrait te coûter 5 000 €. Mais qu'en craftant... Et c'est gratos. Enfin, presque, du coup. Voilà, pour moi, non, mais... On est bien là entre 3 fous, comme ça, à discuter de notre folie. Mais ouais, non, moi, je trouve ça admirable parce que on a un petit aperçu du taf que ça fait et je pense que t'en fais encore plus que nous, tout seul, alors que nous, on est 2, avec les émissions live et tout. Mais ouais, non, en fait, je trouve ça trop cool. Je sais pas toi, mais moi, étudiant, à l'époque, j'aurais tellement kiffé qu'il y ait ça. Ouais. En fait, c'est assez marrant parce que la plupart des gens de notre génération avec qui j'en parle, par exemple, il y a eu un des invités, c'est Saturne, qui est un artiste qui fait des trucs complètement ouf. Lui aussi, il m'a dit ça. Mais j'aurais tellement aimé avoir ce genre de truc et ça me fait hyper plaisir. Mais j'ai l'impression que les étudiants aujourd'hui, et en fait, je me remets à leur place, c'est que moi, j'étais pas du tout curieuse quand j'étais étudiante. Je pense qu'aujourd'hui, ça m'intéresse. Mais quand j'étais étudiante, je sais pas si j'aurais pris le temps de regarder ces contenus-là. Je suis beaucoup plus curieuse maintenant, depuis que je suis freelance, en fait. Ma curiosité est arrivée sur la fin de mon master. Et du coup, il y a beaucoup d'étudiants qui regardent l'émission, je vais pas mentir là-dessus.
Mais il y a plein de gens, des fois, qui me disent « Ouais, les étudiants regardent pas assez. » Je leur dis « Mais en fait, moi, je me rappelle et je... » Ouais, après, les étudiants qui regardent pas assez, c'est quoi? C'est des boomers qui t'ont dit ces expressions ou c'est des profs Non, ou c'est quoi? plus... non, c'était pas en mode Ah, ils regardent pas assez. Hein. Ouais, voilà. C'était pas du tout négatif, mais c'était plus dans le sens... je pensais que t'aurais plus de personnes qui regardaient. Ah oui, ok. En fait, c'est souvent le truc qu'on me dit, c'est non, mais c'est fou que tu sois pas plus connu que ça. Oui, oui, Et tu sais, c'est le ça, truc où ouais. toi, t'es en mode merci. Et en même temps, tu te dis bah ouais, j'aimerais bien, mais Un je jour. préfère que ça aille lentement, en vrai. Un jour. T'as déjà des gens qui se pointent chez toi, donc... Et justement, j'allais te demander quels étaient les plus gros défis ou les plus grosses galères que tu as rencontrées sur ton parcours. C'en est déjà une, on dirait, un mec qui se pointe chez toi comme ça, Ouais. improviste. Ouais, je vais pas raconter toute l'histoire, mais ouais, c'était un mec qui suivait, mais même sur, en fait, il me suivait sur LinkedIn de base. Et il m'envoyait des messages au début très sympas, juste en mode ton post hyper intéressant. Je suis genre merci, tu vois, je répondais genre cordialement comme tout le monde le ferait. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure, il m'envoyait des pavés de plus en plus gros sur sa vie, sur le fait qu'il adorait nos échanges, etc. Alors qu'on n'échangeait pas réellement. Ouais, chelou. Et ça a duré 1 an et demi, 2 ans, cette histoire. Et il habitait pas du tout à Lyon, mais genre vraiment, vraiment pas. Et un jour, je rentre de course juste avant un stream depuis chez moi, pour le coup. Et en fait, ouais, je fais mon petit code pour entrer dans mon immeuble et tout. Et un numéro qui m'appelle et je réponds et j'entends la voix derrière moi. Et là, je me dis, ok, chelou. Ah ouais. Et à ce moment-là, il y avait un livreur qui m'avait livré un colis pour un voisin. Ah oui. Et je me suis dit, mais c'est le voisin qui a récupéré son colis. Et en fait, là, il me dit son nom. Et j'avais déjà commencé à me dire, ce mec est taré, il voulait déjà me rencontrer à plusieurs moments. Il m'a dit, ouais, je serai à Lyon tel jour, on se rencontre et tout. J'étais en mode, ouais. Non, il y a un truc que je sens pas, donc non. Pas... Et en fait, c'était lui. Et genre, tu sais, j'étais avec mon truc de course, mon téléphone, et j'étais en mode, c'est aujourd'hui, je crève, ça y est, quoi. Et là, j'ai vraiment paniqué. Ouf. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Et il était pas du tout méchant. Je pense qu'il a senti que j'étais pas du tout à l'aise. Et en fait, vraiment, t'avais un palier d'escalier, j'étais au-dessus du palier, lui, il était en dessous. Et vraiment, j'étais en mode, ok, faut que je sois pas trop méchante, parce qu'on sait pas comment le mec peut réagir, je le connais pas, le type. Mais suffisamment ferme pour qu'il comprenne que là, je suis mal à l'aise et qu'il faut qu'il rentre chez lui, quoi. En plus, il m'a dit, ouais, je suis venue de là-bas à pied. Il y avait pour 4 heures de route à pied. Je suis venue de là-bas à pied pour me voir. Ok. À 18h. Enfin, il y avait trop de trucs. J'étais en mode red flag. Il arrêtait pas de me dire, ouais, merci vraiment pour nos échanges. Il y a plein de moments où vraiment, ça m'a vraiment, vraiment touchée. Vraiment. Et j'étais en mode, faut que je me sorte de ce truc. Ouais, c'est fou. Il est resté 10 minutes qui m'ont paru une éternité. Donc, ouais, ça, c'était une anecdote assez folle. Et en plus, je sais qu'il a déjà écrit des lettres à d'autres designers, que des femmes en plus. Puisque j'en ai parlé à d'autres meufs, elles étaient en mode, mais tu sais que moi, il m'a écrit aussi. J'étais là, genre, c'est dingue. Ok, et je l'ai bloqué de partout. Et en fait, même, tu vois, genre, il y a peut-être 1 an, j'avais réinstallé Snapchat pour vérifier un truc afin de le resupprimer. Je me connecte dessus et je vois, machin, vous a demandé et tout. J'étais là, genre, mais le mec m'a trouvé sur tous les trucs. Et encore aujourd'hui, je pense que si je m'inscris sur un nouveau réseau social, je vais l'avoir au bout de 2 semaines, quoi. Et genre, terrorisant. Et tout le monde m'a dit, tu devrais faire une main courante et tout. Je dis, mais ça se trouve, le mec, il est juste... parce qu'il avait pas l'air foncièrement méchant, mais juste, moi, j'ai eu peur. Enfin, c'est normal. Ouais, normal, ouais. Donc, j'ai un peu pris mes précautions. Donc, ouais, ça, c'était un premier défi. Et au tout début, sur Twitch, un peu des mecs un peu relous de... tu peux mettre tes bras en avant et toucher tes coudes parce que ça va ressortir ta poitrine, ce genre de truc, tu vois. Et ça, heureusement, j'en ai eu vraiment tout au début et j'en ai pas eu depuis. C'est fou. Donc ouais, ça c'était somme toute très marrant. Mais tu vois, c'est le spectacle de Twitch, quoi. Ouais, mais c'est un peu des trucs où faut que tu captes. En fait, dès que quelqu'un te dit, est-ce que tu peux faire ça? Généralement, tu sais que tu dois réfléchir à ce qui est écrit. Ouais. Ou alors, est-ce que tu peux dire ça? Et généralement, c'est que des trucs. Donc là, tu sais que généralement, généralement, c'est pendant les vacances scolaires. Donc je pense que c'est des enfants la plupart du temps. Qui essayent d'abuser de ta naïveté, des trucs comme ça. Voilà. Et t'as jamais eu des haters de type des designers qui vont venir un peu attaquer l'invité ou le propos? Sur les invités, jamais. Ouais, trop bien. En tout cas, sur Twitch, jamais. Sur Twitch, absolument jamais. Sur Instagram, c'est arrivé quelques fois.
Parce que sur Instagram, je pense que vous connaissez, mais en fait, on fait les petits extraits. Ouais. Donc, tu coupes, tu prends que une certaine partie, donc il n'y a pas tout le contexte autour. Et du coup, les gens n'écoutent pas jusqu'au bout, ils déforment un peu le truc. Et en fait, des fois, ils font dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. Et moi, alors, je suis une fervente défenseuse de ce truc-là. Donc, généralement, je vais un peu rentrer dans le tas de manière très polie, mais en disant... T'as pas écouté jusqu'au bout, ou alors t'as pas bien écouté. À aucun moment, cette personne a dit ça, elle a dit ça. Généralement, les gens s'excusent. Donc là, je me dis, ok, c'est cool parce que j'ai un peu retourné le truc. Après, t'as aussi des gens qui veulent rien entendre. Si c'est pas trop violent, je les laisse, mais juste, je montre mon point de vue pour montrer aux gens qu'il y a un débat qui est possible aussi, parce que je trouve que c'est important. Par contre, si ça devient trop violent, je supprime. Si c'est des trucs gratos, si un jour il y a un truc sur le physique, par exemple, genre c'est non. En fait, je m'en fous. Il y a plein de gens qui me disent mais laisse, ça fait du contenu. Mais en fait, non. Parce que j'ai envie de continuer d'inviter des gens et j'ai pas envie que les gens se sentent... menacés. Ouais, bien sûr. Et pour l'instant, je suis un tout petit compte. Il y a pas beaucoup de trucs. Donc, je me dis, s'il y a déjà de temps en temps des gens qui se permettent, qui ont mal compris certes, mais qui se permettent des petites choses, je me dis, si un jour ça grossit, ça pourrait être pire. Et je préfère dès le début... vraiment modérer un petit peu tout ça. Okay. Mais tu vois, il y a eu des trucs des fois pour moi, par exemple, si je me prends en exemple, j'avais fait une chronique sur les abribus. En France, les abribus, souvent, ils sont un petit peu... il se passe rien, quoi. C'est un petit peu ennuyeux. Et je montrais que dans le monde, il y avait des trucs vachement bien. Et typiquement, des fois, tu as des commentaires du style elle, ça se voit qu'elle n'est pas de la campagne, etc. Alors que si, j'ai vécu une grande partie de ma vie dans des petites villes, donc je sais très bien. Et du coup, les gens se font souvent des idées et se permettent de juger sur des trucs et t'es en mode, en fait, non, enfin... On n'a peut-être pas eu la même vision à ce moment-là, mais genre... Donc, il y a un peu la critique facile, mais du moment où tu rentres un peu dans l'art des gens, très poliment, en plus, tu sais, ils sont un peu déconcertés en mode... Oh, merde, ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un derrière, en fait. Que c'est pas... Parce que souvent, les gros comptes, personne répond parce qu'il y a tellement de trucs que c'est noyé. Mm-hmm. Alors que là, vu que c'est un petit compte, je réponds, en fait. Du coup, je pense que ça... Il y a des anecdotes un petit peu plus marrantes, mais qu'on n'a pas vues, ou en off, ou sur des petits imprévus de tournage, à la fois en tant qu'animatrice ou productrice de l'émission. Des fois, il y a les problèmes techniques. Ça, c'est... Combien de fois on a eu des émissions qui ont commencé une demi-heure en retard parce que les micros, d'un coup, marchaient plus. Donc, tu sais, tu lances l'émission, tout marche bien. Tu lances l'émission, et puis moi, je suis là, genre... pas compte, toi, bienvenue, etc., etc. Et tu vois dans le chat qu'ils disent, on t'entend pas depuis 5 minutes. Et t'es là, genre, putain... mais assez classique. Je crois pas qu'il y a eu de trucs fous. Si un jour on a entendu un gros bruit sur le toit du hangar dans lequel on tourne et du coup tout le monde était en mode qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on va crever, est-ce qu'on va être enterré là-dessous. Mais non, il y a pas de trucs fous en vrai. Il n'y a pas eu de débordement lors du jeu? Non, en vrai ça va. Ok, on va voir si toi non plus tu ne crées pas de débordement. Et on va passer à un petit jeu qu'on t'a emprunté. Ouais. Toi, tu l'appelles le Rapide et Curieuse, qui est une traduction de Fast and Curious, si je ne me trompe pas. C'est complètement pompé à Combini. On remercie Combini. Et nous, on l'a appelé... Non, j'allais faire la vanne, mais tu allais la faire aussi, c'est ça? Ouais, nous, on l'a appelé T plutôt. Ah non. Ah, non, c'est pas la même vanne. Est-ce que la régie peut préparer le compte à rebours? Et on va lancer un compte à rebours d'1 minute. Je vais te poser des questions si t'es plutôt ci ou t'es plutôt ça. Et tu n'as le droit de répondre c'est que terrible d'être de l'autre côté, en vrai, là. Ou ça. On t'a héliocasté. Voilà. Ça marche très bien. Ce mot, vous pouvez le faire avec tout. Le hélio, vraiment. Il y a moyen que je te demande une précision sur une question et puis on débordera un tout petit peu. Hein, parce qu'on est... on est un peu freestyle, hein, nous. On est rapide, mais surtout curieux. Allez, c'est parti pour 1 minute de questions-réponses. Salomé, est-ce que tu es plutôt graphisme mural ou print? Mural. Mural. Est-ce que tu es plutôt Posca ou pinceau? Pinceau. Pinceau. Est-ce que tu es plutôt Twitch ou YouTube? Twitch. Est-ce que tu es plutôt typo faites main ou typo trouvé? Faites main. Enfin, à moitié. Je fais plus de la modification de typo. La customisation. Mais ouais. Ok. Typo custom. Voilà. On va dire ça. T'es plutôt Apple Pencil ou vrai carnet? Apple Pencil, malheureusement. T'es plutôt projet perso ou client stylé? J'ai plus de projet perso. Sauf si on compte Heliocast. Si on compte Heliocast, projet perso. Ça reste un gros projet perso. Si on compte pas Heliocast, projet client. T'es plutôt playlist focus ou silence radio? Ah, playlist focus. T'es plutôt matin ou soir, tu l'as dit? Matin. T'es plutôt design suisse ou design punk?
Ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes. Ouais. Et la minute est terminée. Je te pose quand même une dernière. Ouais. T'es plutôt direct live ou montage propre? Direct live. Et la toute dernière, t'es plutôt team Figma ou team Adobe? Team Adobe, je ne sais toujours pas me servir de Figma. Ok. Donc, comme admis. C'est prévu dans mes... Quand j'aurai du temps, j'ai prévu une formation, mais ouais, Et, pour l'instant Adobe. et tu as répondu que tu préférais live que montage. Parce Pour que lequel spontané, Spontané, en ouais. fait, j'ai ce truc de... Je trouve, en fait, dans le contenu, ces dernières années, on est face que à des trucs montés qui fait que c'est plus court. Et du coup, on est habitué à une parole qui est très lisse, où il n'y a pas... on en parlait ce midi, justement. Il n'y a pas de bafouillage. Et du coup, quand toi, tu es à l'extérieur et que tu regardes un truc comme ça, tu as l'impression que les gens sont incroyables. Alors qu'en fait, quand tu as le truc Twitch où tu vois que les gens bafouillent, que les gens, des fois, mettent du temps à répondre aux questions parce que, en fait, tu dois réfléchir, je trouve que tu as ce truc où tu peux plus facilement t'identifier. Donc moi, j'aime bien ça. Et je sais qu'on me le reproche parce que l'émission n'est pas assez montée, parce que c'est pas un format peut-être qui est assez alléchant pour les gens. Je pense que je pourrais avoir beaucoup plus de viewers si j'avais un monteur qui bossait de fou dessus. Mais pour l'instant, de toute façon, j'ai pas le temps, j'ai pas le budget pour. Donc pour l'instant, je préfère y rester comme ça. Oui, est-ce que tu es authentique aussi, l'authenticité des gens dans le moment Authentique. et tout. Ça, c'est le mot en ce moment. Mais oui, Mais oui, cette recherche d'authenticité. Mais on sent que tu es très sur l'accessibilité dans tout ce que tu fais. Tu veux rendre les choses accessibles. Je pense que c'est un des plus gros complexes que j'ai eu moi quand j'étais en études. Et du coup, je pense que j'essaye un peu de pallier à ce truc, de montrer aux gens, vous inquiétez pas. En fait, il y a des trucs tout beau, tout propre quand vous les voyez. Mais en fait, derrière, c'est le bordel, quoi. Ouais. C'est Donc, important de le dire. Ouais. Et c'est une bonne situation, ça? Non, pardon. Non, je me demandais... Ma vraie question, c'était... T'as vu, j'ai bafouillé comme un grand. Ouais. Ma vraie question, c'était est-ce que tu recommanderais la création de contenu à un designer aujourd'hui? En fait, tout dépend du temps que tu as envie d'y apporter. Moi, je le conseille parce que dans tous les cas, ça apporte de te pencher un petit peu plus sur ton métier. Et du coup, à partir du moment où tu échanges, en fait, tu vas avoir des perceptions différentes et où tu vas dire « Ah, mais ça, attends, ce truc-là, je ne l'ai pas testé. Et peut-être qu'en fait, ça m'irait bien. » Et tu vois, un exemple très précis, la toute première émission qu'on a faite, c'était Thomas Latter, l'invité qui fait des fresques. Je suis fan de son travail depuis très longtemps. J'avais toujours voulu faire des fresques, mais j'avais toujours eu cette peur de... une fresque que tu peins, c'est là, quoi. Tu peux pas te louper. Et du coup, on a fait toute cette émission. Et je lui ai posé cette question-là. Je lui ai dit, mais toi, t'as pas peur et tout? Il me dit, mais en fait, lance-toi. Je dis, au pire, t'as raté, tu repeins. Enfin, y a pas de... c'est pas grave en soi. Et grâce à lui, j'ai fait ma première fresque. C'est un peu lui qui m'a lancé là-dedans. Donc du coup, oui, en fait, un échange peut forcément emmener des trucs. Là c'est un gros truc, tu vois, mais ça peut être des choses beaucoup plus simples sur juste comment tu gères ton quotidien de designer, sur des trucs tout bêtes parfois. Mais rien que le fait d'échanger... Après, t'es pas obligé de faire de la création de contenu, mais juste échanger avec des gens, déjà, je trouve que ça change drastiquement ta façon de faire les choses et ta façon de voir les choses aussi. Je vois ça dans ta réponse. J'aurais presque pu dire ça dans le fait d'enseigner. Et tu vois une différence entre les deux ou ça se rejoint beaucoup? Ça se rejoint sur certains aspects. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est que les étudiants... En fait, je me suis rendu compte que moi, j'ai fini mes études du coup en 2016. Et là, on est quasiment 10 ans plus tard. Il y a un gap énorme dans la manière d'enseigner. C'est plus du tout pareil. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, d'ailleurs. Je trouve qu'il y a plein de trucs qui sont mieux maintenant, plein de trucs qui étaient peut-être plus intéressants avant. Donc, il y a plein de trucs qui se recoupent. Mais les étudiants sont hyper intéressants. Je trouve qu'ils sont vachement plus matures que ce que... alors, je parle de ma promo, mais je les trouve plus matures maintenant que ce que moi, j'avais l'impression d'être à l'époque. Donc, eux... tu vois, genre, il y a des gens... Je fais le parallèle avec les gens qui prennent des stagiaires. Moi, quand je prends des stagiaires, des fois, ils m'apportent autant que moi, je vais leur apporter au final. C'est pas parce qu'ils n'ont pas d'expérience qu'ils n'ont rien à t'apporter. Et juste, en fait, vu qu'ils sont créatifs, t'as un échange qui est intéressant. Donc, dans les cours, ouais, il y a des trucs où des fois, ils me montrent des trucs que je connais pas et je suis en mode, mais c'est trop bien. Même des logiciels, des fois, ils me montrent des logiciels que j'ai jamais vus de ma vie. Et je suis en mode, c'est trop cool, quoi. Imaginons qu'il y ait Clément qui arrive chez toi, enfin, qui vienne te voir pour te demander, OK, moi, je me lance en freelance.
et j'aimerais créer du contenu. Ouais. Quelle est la roadmap que tu me suggères avec peut-être 3 grosses questions. Quel est le format ou canal? Ouais. Genre Twitch, YouTube, LinkedIn, Instagram, Format déroulé. TikTok. Enfin, tu me demandes quel est le meilleur format ou si c'est une question. Qu'est-ce que tu lui suggérerais de faire? Est-ce que tu lui suggérerais du Twitch? Enfin, en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, par exemple, du Twitch, ça peut devenir du YouTube, ça peut devenir du Insta, etc. Mais quel point de départ tu lui suggérerais? Bah, en vrai, ouais, ça va être vraiment. En fait, ça va dépendre du déroulé et de la cible que tu veux avoir, je trouve. Enfin, c'est exactement comme un projet de branding ou un projet de design, de savoir à qui tu veux t'adresser. Est-ce que c'est à des designers ou est-ce que c'est à des gens curieux? Twitch, je le recommande pas forcément. Moi, il me convient bien, mais je le recommande pas forcément parce que c'est un outil qui est hyper ingrat pour te faire connaître. Twitch, c'est vraiment, tu dois vraiment te faire ta place dessus. C'est compliqué. Enfin, tu vois, genre, je pense que YouTube est peut-être plus facile à utiliser. Donc, je dirais peut-être plus YouTube. Et après, ouais, ça dépend de l'âge des personnes vers qui on veut se tourner. Tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sur Instagram et TikTok. Ouais. Où maintenant, tu peux faire du contenu beaucoup plus long qu'avant. Tu peux faire les lives. Alors, surtout sur TikTok. Sur Instagram, c'est encore pas ouf. Mais je sais pas si j'en préconiserais un, parce que ouais, ça dépend vraiment du format que tu veux faire. Si c'est un format long, de toute façon, tu es obligé de passer par YouTube ou par Twitch. Ouais. Si c'est un contenu court, franchement, pourquoi se faire chier à aller sur YouTube? Tu peux le faire sur des trucs plus courts. Il y a des erreurs que tu conseillerais d'éviter? Sur la création de contenu? Ouais. Quelques erreurs que tu as faites que tu dirais d'éviter, que tu pourrais éviter maintenant, éviter avec quelqu'un? De peut-être pas trop réfléchir. Moi, c'est un peu ce qui m'a aidé, tu vois, sur Heliocast, c'est que je l'ai lancé assez vite par rapport au moment où j'ai eu l'idée, au moment où je l'ai lancé. Je pense que si tu attends trop que ton truc soit parfait, tu vas jamais le lancer. Et en plus, entre le moment où tu commences à mettre ton truc et ça arrive presque à être parfait, sauf qu'il y a des nouveaux trucs qui sortent, et en fait, t'es déjà un peu en retard. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus attendre que ce soit vraiment parfait pour le lancer. Je pense que du moment que tu as l'idée, ton déroulé... En fait, le plus important, c'est le déroulé du format que tu veux créer. Donc, est-ce que c'est un truc face cam où tu parles des actus de design? Est-ce que c'est un échange avec quelqu'un? Parce que tu n'es pas obligé de faire un échange avec quelqu'un, ça peut être plein de trucs. Donc, je pense qu'il y a ça. Genre, arrêter de vouloir être trop perfectionniste. Moi, je ne suis peut-être pas assez. Mais non, mais tu l'as lancé. En fait, souvent, le truc le plus dur, c'est juste de faire la première émission. Quoi. C'est ça. Le premier contenu. Et ouais, après, pas avoir peur de faire des tests. Ouais. Moi, je le vois, il y a des formats que j'ai testés, que j'ai arrêtés pour X ou Y raison. Mais ouais, vraiment tester des trucs, pas avoir peur de tester et puis de se dire, en fait, si t'en fais 3 et que ça marche pas et que tu veux passer à un autre format, ben passe à un autre format, en fait. Je trouve qu'on a le temps, et on a la capacité de pouvoir se planter. Et qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui te dit qu'aujourd'hui, dans la création de contenu, on arrive à une forme de saturation? On voit des gens talentueux qui ne s'expriment pas. On voit des gens qui parlent beaucoup, mais il n'y a pas de fond. Oui. Si tu as un minimum, sur les expertises métiers, par exemple, si tu as un minimum d'expérience ou d'expertise toi-même, tu vois que c'est un fond parce que c'est très creux, etc. Il y a un peu de tout. Et par rapport à cette saturation et à cet environnement dans lequel on est, quelqu'un te dit ça aujourd'hui, comment tu réagis? Bah, en vrai, c'est vrai. Il y a de plus en plus de contenu qui se crée. Il n'y a rien qu'à voir le nombre de podcasts sur le design ou sur la créativité. Alors là, c'est en train d'exploser. Il y en a beaucoup plus qu'avant. Après, je pense que ça ne doit pas être un frein non plus. Parce que, en fait, tu peux lancer un truc et peut-être ça ne va pas marcher. Mais en fait, au pire, toi, ça t'aurait apporté quelque chose. Donc, j'ai envie de dire, allons-y, tu vois. Genre, pourquoi se freiner? Et moi, j'ai eu cette question-là de... souvent, en fait, quand tu crées un truc, tu dis « Ah, mais il y a trop de monde, ça sert à rien. » Mais en fait, si tu pars de ce principe-là, tu vas dire « Ah, bah, en fait, je vais arrêter d'être graphiste parce qu'il y a trop de graphistes. » Et en fait, non, il faut que tu testes. Ça marche pas. Mais en fait, tu peux pas regretter toute ta vie de ne pas avoir tenté ce truc-là. C'est un peu bateau, cette phrase, mais... Juste fais-le, quoi. Mais ouais, genre, juste de tenter le truc, quoi, quand même. Mais... Pas de regret, en tout cas. Non. Et tu arrives à... C'était quelque chose que tu as abordé en tout début d'émission. Et j'avais dit, tiens, c'est une question qu'on avait. Tu arrives encore à équilibrer ta vie perso-pro avec tout ça? Pas trop.
Pas trop. En fait, là où j'ai de la chance, c'est que mon copain a une vie aussi déséquilibrée que moi avec le travail. De par son statut Ouais. d'intermittent, c'est ça, hein? Vu qu'il est tout le temps... Là, par exemple, tu vois, il a été 1 mois en tournée. Donc, pendant 1 mois, j'étais full toute seule. Donc, en fait, que je travaille le week-end, tout le monde s'en fout. C'est un peu plus dur avec des potes qui sont salariés parce qu'eux ont plus de mal à comprendre ce truc-là. Et quand bien même, ils sont assez cool parce que là, ça fait un petit moment. Au début, c'était plus compliqué de faire comprendre aux gens que déjà, t'es pas dispo tout le temps, même en semaine. J'ai une pote au début, elle me disait je peux venir boire un café à 15h. J'étais là, non, je taffe. Oui, on revient sur mon ami. ouais, donc, mais ouais, non, en ce moment, c'est assez déséquilibré. Mais ouais, vu que je suis assez solitaire, donc ça, c'est cool. C'est-à-dire que je sors assez peu. Quand je dis que j'étais ennuyeuse, vraiment, c'est vraiment ça. Mais je sors assez peu. Et ouais, genre là, cette année, le seul truc tu vois, que je loupe jamais, je me suis mise à faire de l'équitation pour la première fois de ma vie. Rêve de gamine. Et du coup, ça, c'est mon truc. Je sais que c'est le dimanche matin et ça me coupe complètement du boulot. Mais ouais, en ce moment, c'est... Et c'est quoi le rapport à peu près entre ton travail et la production de contenu contenu large, c'est-à-dire production de l'émission, réalisation... Et même contenu pour le studio J'allais dire, et contenu aussi pour le studio. Genre sur une semaine comme ça, pas une semaine où il y a un enregistrement où ça va être peut-être plus intense ou quoi, mais si on le lisse un petit peu. Si on lit, je pense, minimum une journée. Ouais, quand même. Ouais. Si on est sur une journée classique, enfin une semaine pardon classique, ça peut être du 20%, quoi. Ouais. Ouais, parce que déjà rien que les posts Instagram pour mon studio de freelance, j'en fais 2 par semaine. J'ai toujours eu ce rythme depuis le tout début que je me suis lancée et du coup c'est très louable, hein. Ouais, bravo. Ouais. Mais après, je sais pas si c'est bien, hein. C'est aussi un défaut j'ai du mal à déconnecter aussi. Il y a aussi des gens qui font une publication LinkedIn par semaine. Je prends des autres freelances que je connais. Ouais. C'est parce que dedans, il y a du carrousel, c'est des publications avec pas mal de valeur ajoutée. Je parle pas du tout de moi, avant que tu me regardes bizarre ou quoi. Je parle de quelqu'un d'autre qui, elle, me disait oui, c'est entre une demi-journée et une journée par semaine, juste pour une publication, parce qu'il y a du travail derrière, c'est ça, c'est que ça dépend de la publication. Si tu postes un projet, alors, après je dis ça, mais même un projet, genre, j'aime bien mettre bien en place, etc., mais ça va plus vite. Et après, j'ai 2-3 posts un peu comme ça. J'ai des posts que j'aime bien faire, c'est un peu des trucs de pop culture où je prends des films très connus. Je vais prendre une phrase du film et je vais la transposer au monde du design graphique. Ouais. Là, le dernier que j'ai fait, c'est un truc sur Shrek, sur le fait que l'apparence, c'est important dans le design, mais il n'y a pas que l'apparence qui compte. Par rapport à Shrek, c'était nickel. C'était les oignons. Ouais, c'était les couches d'oignons, etc. Et du coup, ça me prend du temps, parce qu'il y a 6, 7, 8 slides, où dedans, en plus de devoir prouver un point sur la stratégie du design, etc., j'essaye de balancer des refs au film en question. J'avais fait un truc sur Twilight, par exemple, où c'était Team Edward ou Jacob pour savoir comment choisir entre 2 pistes d'identité visuelle, par exemple. Trop bien. Et en fait, j'aime trop faire ces posts. Je les fais surtout pour ça. Mais après, il y a aussi des gens à chaque fois qui se disent « Ah, mais ouais, c'est vrai que j'avais pas vu ce truc-là. » Et du coup, c'est cool quand tu peux make a point avec un truc comme ça. Mais ça prend du temps. À propos de ref, est-ce que tu as des podcasts, émissions... ressources à partager. C'est le moment name dropping. Ouais. Et c'est le moment de la terreur parce qu'en fait, je prends tellement le temps pour le mien que j'ai pas trop le temps d'écouter ceux des autres. Tu peux dire Craft. Non, mais en vrai, j'ai écouté, donc oui. Ouais, c'est une blague. Il y a Design Journeys, mais qui est assez connu. Et après, dans les moins connus, alors, il y en a un, c'est pas vraiment design. J'ai écouté que 2 épisodes, donc ça vaut ce que ça vaut. Je crois que ça s'appelle Vivre ailleurs. En fait, j'ai écouté l'épisode avec Dalcafine, qui est une créative. Elle était à Montréal à ce moment-là. Et en gros, le mec lui demande... En fait, le podcast est découpé en plein d'endroits. Et ils vont dans les lieux qu'elle aime bien. Et elle explique pourquoi elle aime bien ce lieu et comment faire des passerelles avec sa créativité. Et je trouvais que c'était un format que j'avais jamais vu, jamais entendu. C'est super intéressant en tout cas. Hyper intéressant. Et du coup, elle dit, là, c'est un café dans lequel j'aime bien me poser parce que c'est un mec qui vend des vinyles et il passe des vinyles et du coup, j'entends des nouveaux sons et du coup, pour la créativité, c'est vachement chouette.
hop, straightforward, tout. Ça, c'est une murale que j'ai fait l'année dernière dans tel cas, de tel festival, de tel machin. Je l'ai construite comme ça, comme ça. Et du coup, hyper intéressant parce que ça rapporte un peu de concret, tu vois, dans le truc réel, dans le lieu, Ça t'emmène avec de aussi la créativité. Donc, celui-là, j'aimerais avoir le temps de l'écouter beaucoup plus. Parce qu'après, j'écoute beaucoup de podcasts, genre Floodcast et 2 heures de perdu. RIP, les deux, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, en fait, j'essaye de pas trop écouter d'autres podcasts créatifs parce que je pense que si je commence à même écouter d'autres trucs, je vais saturer à un moment là-dessus. Donc ouais, quand je me concentre, j'essaye de mettre des trucs plus qui sont pas en lien avec mon travail. Pas direct, ouais. Ok. On arrive tout doucement déjà à la fin de cette émission. Déjà. Où est-ce qu'on peut te suivre? Partout. Partout. Sauf chez moi. Non, attention. Pas chez moi. Non, globalement, j'ai Instagram, il y a le studio Helioscope, du coup, pour la partie freelance, et du coup, heliocast.tv pour la partie podcast. Sur YouTube, c'est heliocast.design. Sur TikTok, c'est Heliocast. Sur Spotify, c'est Heliocast aussi. Enfin, pour le podcast, c'est partout. Et c'est quoi les actus? Il y a une prochaine émission bientôt? Vous fonctionnez par saison aussi ou... Ouais, je fonctionne par saison. Je fais de septembre à juin. Donc là, c'est le dernier épisode début juin. Il n'y a juste pas d'émission. Il n'y a pas eu d'émission au mois de mai. Généralement parce qu'on fait une émission en direct avec du public. Et cette année, on a complètement changé. J'ai fait un autre format qui sort bientôt. On s'en a pas eu le temps de parler, mais... Ouais, mais stay tuned. J'ai pas la date de sortie parce qu'on galère sur le montage. Allez, est-ce que tu peux un peu teaser, même s'il n'y a pas de date? Ouais. Ça s'appelle le Helioclash. Parce que on parlait des jeux sur Heliocast. On commence toujours par un jeu pour vulgariser un peu et essayer de faire en sorte que la culture générale créative puisse être faite de manière un peu sympa. Donc, c'est un grand quiz de culture générale créative avec 12 créatifs qui ont participé, qui se sont mis sur la tronche pour être le ou la meilleure. Donc, il y avait plusieurs manches avec plein de questions. Donc, au début, une manche avec des questions très, très variées. Après, 4 candidats sélectionnés avec des thématiques plus précises. Et après, un ou une candidate qui va en finale contre moi parce que c'était la première et du coup, j'ai fait la finale. Et du coup, peut-être que j'ai gagné, peut-être que j'ai pas gagné. Mais sur un thème très précis, on avait des thèmes qu'on révisait, que l'autre ne connaissait pas. Et du coup, on devait... Trop bien. Ah, d'accord, voilà. ok. On a hâte de voir ça. Ouais, et ça sera dispo où? Sur YouTube. Sur YouTube, ouais. Ça sera sur YouTube. Ça devrait durer 1h, 1h20. Et voilà, il y aura une édition 2 l'année prochaine, parce que ça a bien plu. Il y a déjà des créas qui veulent participer. Moi, je veux participer. Il y a un public? J'annonce. Ouais, il y avait un public. On avait une 30-40 de personnes, je pense. D'accord. Donc, à Lyon, à nouveau. Ouais. Et si vous écoutez ce podcast ou vous le regardez sur YouTube, vous pourrez savoir qu'il faut s'inscrire pour l'année prochaine. Quoi. Donc, ça va être chouette. J'avais une toute dernière question à te poser avant qu'on coupe tout le matos. Mais je vais pas te la poser, je vais t'en poser une autre. Yeah. Ouais, ce suspense, c'est incroyable. Le suspense. Là, est-ce qu'on est reparti pour 20 minutes? Comment tu te vois dans 10 ans? En fait, j'en ai pas la moindre idée. Je sais pas du tout parce que je me rends compte qu'en 8 ans de freelance, tu vois, j'ai même pas 10 ans d'expérience. Enfin, si, mais 8 ans de vraie expérience freelance. Et il s'est passé tellement de trucs dans ces 8 ans-là que je me dis dans 10 ans, mais j'ai pas la moindre idée. J'espère qu'Heliocast fonctionnera encore, peut-être sans moi en présentatrice, tu vois, ça me dérangerait pas. Ça, j'aimerais bien le garder, mais plus équilibré pour le coup. Un peu plus calme, un truc rodé où j'ai peut-être une équipe un peu plus... une équipe que je paye déjà, et un peu plus conséquente pour que moi, ça m'enlève un peu de taf. Donc Heliocast, j'aimerais beaucoup le garder. Et après, pour la partie graphisme, c'est dur à dire parce que les choses évoluent tellement vite que j'arrive pas à savoir quelle pertinence aura mon métier dans autant d'années. Je sais pas si ça fait sens. Mais c'est le seul épisode où on n'a pas parlé d'IA d'ailleurs. Ouais, si on a fait une... Overdose, là. On a fait une description par ChatGPT. C'est vrai. C'est bon. C'est vrai. On reste à la mode, ouais. C'est bon. Mais non, je sais pas trop. We'll see. C'est tellement dur. En fait, tout évolue tellement vite que j'ai un peu du mal à me projeter. Mais j'ai toujours eu du mal à le faire d'ailleurs. J'avais pas prévu de devenir indépendante. C'était pas du tout dans les papiers.
Donc, Faut se laisser Merci. porter aussi, hein, et puis... spontané. Authenticité. Oui, c'est ça. Attends. Authenticité. Je l'ai dit à l'américaine, là. Authenticité. C'est ça. Merci Salomé. Merci à vous. Eh ben, c'était le mot de la fin, authenticité. et on va se authentiquiter. Oui. Oh, déjà, c'est déjà fini. Et en tout cas, merci Merci à vous. d'être venu, d'avoir échangé avec nous. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes de streaming audio. Et à bientôt pour un prochain épisode. Oui, à bientôt.